l'organisme, que ça peut créer des cancers et plusieurs autres maladies aussi, que l'huile qu'on utilise généralement aussi n'est pas quand même assez bien pour la santé. Quel est votre point de vue là-dessus après avoir vu ce thérapeute justement faire cette sortie? Oui, je crois que la sortie était beaucoup plus pour faire le buzz. Et l'objectif a été atteint. Parce que je dis que c'est le plus toxique. Il y a beaucoup d'aliments qui sont autant toxiques ou même plus toxiques que les beignets haricots bouillis. Je vais parler peut-être un ou deux aliments de cette catégorie. Et il y a les aliments traditionnels que nous connaissons tous, les sodas notamment, les boissons gazeuses, ce que nous appelons vulgairement les jus, ou encore les aliments comme les hamburgers. Parce que en principe, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la pandémie de l'obésité. En anglais, on parle d'obésité pandémique. Donc, il y a la pandémie de Covid-19, mais avant ça, depuis plusieurs années déjà, il y a la pandémie de l'obésité, surtout dans les pays développés où on consomme justement régulièrement ces aliments et les sodas et les hamburgers parce qu'ils sont très riches en graisse. Donc, de prime abord, on peut déjà être clair sur le fait que le BHP n'est pas l'aliment le plus toxique qui existe sur la planète ou bien en Afrique. En Afrique. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. On va commencer, hein, déjà peut-être pourquoi pas par dire que aussi l'huile qu'on utilise, on commence par l'huile parce que beaucoup aussi parlent de l'huile que ces femmes généralement utilisent pour faire ces beignets-là. Est-ce qu'on va dire quand même que c'est pas aussi bien pour la santé parce que on sait qu'elles utilisent, après réchauffent, réutilisent même pendant un mois? Bon, il n'est pas interdit de réutiliser l'huile. Il faut juste qu'elle soit bien conservée. Parce qu'on a parlé la dernière fois du choléra, ça peut faire partie des choses qui peuvent augmenter votre risque d'attraper le choléra. Ne serait-ce que les conditions d'hygiène. Parce qu'il faut aussi avouer que ce n'est pas toutes les femmes, toutes les mamans qui font les beignets haricots bouillis, qui respectent toutes les conditions d'hygiène. C'est pas la main, peut-être prendre un peu de sueur à gauche, à droite, tous les chiffons et tout ça. Voilà. Donc, il y a les conditions d'hygiène aussi. Mais sur le plan de l'huile, les huiles que nous avons, on appelle ça génériquement huile d'arachide, mais ce ne sont pas des huiles faites à base d'arachide. Généralement, les huiles qu'on a sur le marché, je ne veux pas citer les marques, mais les huiles qu'on a sur le marché qui sont commercialisées au Cameroun, en général, sont des huiles soit de palme, soit de coton. Et c'est des huiles raffinées. Donc, ce sont des huiles qu'on a utilisé des solvants pour pouvoir extraire un certain nombre d'éléments de ces ingrédients, de ces produits naturels, qui sont les palmes, les noix de palme, et le coton. Et le raffinage va donc faire en sorte que ça va être intéressant pour l'industrie parce que ça va réduire le coût de production, ça va augmenter la rentabilité, sauf que pour le consommateur final, ça va diminuer la valeur nutritionnelle de l'aliment de base de départ. Puisque ces aliments, l'huile, les noix de palme, le coton, sont des aliments qui sont riches en antioxydants, comme la vitamine E, la vitamine A, qui sont riches en polyphénol. Ce sont des composés qui vont aider à prévenir un certain nombre de maladies. Parce qu'on parle d'antioxydants, ce sont des éléments qui combattent les radicaux libres. Et les radicaux libres, c'est un peu comme des éléments qui s'attaquent à vos cellules. Et ça peut conduire à des maladies comme le cancer. Même l'hypertension, certaines maladies cardiovasculaires ou le diabète à la longue. Donc, ces antioxydants sont très importants. Or, le processus de raffinage va donc éliminer une grande partie de ces nutriments. C'est pour ça que dans les huiles raffinées, vous allez voir qu'on enrichit en quoi? En vitamine A. Si vous prêtez souvent attention, on enrichit seulement parce qu'il y a perte. Et même l'enrichissement ne peut pas arriver au niveau de vitamine A qu'on avait au départ. Donc, de prime abord, déjà, les huiles qu'on utilise ne sont pas... Je ne vais pas dire que ce sont les huiles plus toxiques. Ne sont pas forcément trop toxiques, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Les meilleures huiles sont les huiles qu'on appelle les huiles vierges qui sont obtenues uniquement à base de pression. Donc sans éléments, sans transformation chimique. C'est comme l'huile de palme, extraite vraiment vierge, l'huile d'olive aussi, l'huile de tournesol, l'huile de soja. Donc toutes ces huiles-là qui sont juste pressées, qui ne subissent pas de transformation chimique. Bon, maintenant, il faut aussi tenir compte de l'aspect socio-économique. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter de l'huile d'olive, encore moins pour des besoins de commercialisation. Parce que l'huile Maillot, c'est vrai qu'elle est devenue chère, mais elle n'atteint pas les 2000. Oh, si vous voulez prendre de l'huile d'olive, vous allez vous retrouver à 7000, parfois 9000, 10 000 pour 1 litre. Donc, c'est pas très évident. C'est ce qu'il y a de mieux en principe, mais c'est pas très évident. D'accord. Ce qu'on peut comprendre par là, c'est que aussi, de notre côté, il y a des gens qui disent quand même que aussi le beignet peut être toxique.
Est-ce que le beignet est toxique, docteur? Est-ce que le beignet est toxique? Oui. Bon, c'est vrai que sur le beignet, Farine. il y a pas, comme je vous disais tout à l'heure, Oui. il n'y a pas d'études vraiment, je n'ai pas trouvé d'études qui s'appesantit sur les beignets haricots bouillis. Bien sur les beignets ou bon, sur la bouillie, quand même, il y a quelques études, mais sur les beignets, c'est très compliqué de trouver des études dessus. Ce qui est sûr, quand même, c'est qu'on connaît la composition, en principe, des beignets. Donc, les beignets, c'est beaucoup plus de la farine. Et on sait que quand on parle de farine, c'est l'amidon, c'est le sucre. Oui. Donc, beaucoup de sucre, ça va donc augmenter la glycémie, surtout que dans les beignets, je crois qu'on met aussi du sucre. Du sucre, bien sûr. On met aussi du sucre. En dehors de la farine qui est du sucre, qui est de l'amidon, du sucre, on ajoute encore du sucre. Ouais. Et on va ajouter aussi, je crois, de l'huile, puisqu'il faut frire les beignets. Et aussi du sel. Je crois que c'est les principaux ingrédients. Maintenant, avant peut-être de lui passer la parole, les beignets ont un index glycémique élevé. L'index glycémique, ça se mesure entre 0 et 100. Et ça permet de voir à quel point, à quelle vitesse un aliment augmente la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang. Plus l'indice glycémique est élevé, plus l'aliment que vous consommez va augmenter la glycémie. Ça va conduire à des pics de glycémie. Donc, peut-être, supposons que vous mangez, et les aliments qui ont l'indice glycémique le plus élevé, c'est le glucose, que l'on retrouve notamment dans le sucre de table, et le pain blanc. C'est pour ça que je disais que si on parle de toxicité, les beignets ne sont pas en premier. Parce que l'indice glycémique des beignets, c'est entre 70 et 75. Et à partir de 70, déjà, on estime qu'un aliment a un indice glycémique élevé. Donc, on n'est pas très propre à la consommation. Mais le pain blanc, lui, est à 100. Donc, il est le sommet. En termes de toxicité, surtout sur le plan de la glycémie ou du développement de diabète, c'est le pain blanc qu'il faut même fuir. Or, vous voyez qu'entre les beignets et le pain blanc, c'est le pain blanc qu'on consomme plus en Afrique. D'accord. Alors, docteur, pour revenir sur l'affirmation du docteur sur les réseaux sociaux, comme quoi la formule BHB est toxique pour l'organisme. J'aimerais savoir, est-ce que c'est le BHB en lui-même, c'est-à-dire beignet haricots bouillis, qui est un problème, ou alors c'est l'ensemble des moyens utilisés par les personnes qui vendent cette formule-là qui est un problème, notamment ici la conservation d'huile, ou alors parce que bon, je vais poser la question comme au quartier. Le Camerounais du quartier, le petit enfant qui va acheter les beignets, il dit: maman, donne-moi le poisson de 50, donne-moi les plantains frits. Parce qu'elles essayent également d'associer aux beignets haricots des petits éléments qui peuvent augmenter le taux de revenu. Maintenant, dans la même huile, la maman fait frire les beignets, elle fait frire le poisson, elle fait frire les chips, elle fait frire le poisson, les chips. Elle prend également l'huile, elle fait frire également les beignets à l'intérieur. Lorsque tu viens demander à la maman, je veux les beignets de 100 francs ou bien un exemple, elle prend également à la fin, elle prend un peu d'huile qu'elle verse au-dessus du haricot. Est-ce que c'est pas tout ça qui constitue véritablement le problème? Je crois que c'est une partie majeure du problème. Parce que, comme j'ai dit au départ, les huiles qui sont utilisées pour le commerce ne sont pas forcément les meilleures qui existent. Parce qu'en même temps, il faut un certain rendement. On ne peut pas se mettre à acheter, par exemple, une huile d'olive à 7 000 le litre et pouvoir commercialiser les beignets de 25-50. Ce serait impossible. Maintenant, la conservation, comme j'ai dit, peut avoir un impact sur la qualité microbiologique de l'huile. C'est-à-dire, laisser l'huile longtemps, ça peut faire en sorte que les microbes se développent. Bon, en même temps aussi, il y a le fait qu'on porte à température élevée. Donc, la cuisson peut permettre de combattre ça. Mais il y a un phénomène qu'on appelle le rancissement de l'huile. C'est un phénomène qui tend à oxyder l'huile. Parce que, comme on a dit, en principe, dans les huiles, même dans les huiles raffinées, il y a quand même des traces des antioxydants, vitamine E, vitamine A et autres. Et donc, lorsque l'huile est portée à des températures qui dépassent 180 degrés, ça conduit au rancissement, à l'oxydation. Donc, il y a une perte de ces antioxydants, il y a une perte aussi des acides gras qui sont essentiels, qui sont importants, notamment pour la santé cardiovasculaire. Donc, ça diminue la valeur nutritionnelle et ça rend l'huile davantage toxique. Et comment savoir que l'huile est dans le processus de rancissement? C'est notamment lorsque la fumée commence à sortir. Bon, docteur, quand même. Parce que si on veut aller dans la même logique que vous, ça veut dire que la femme qui fait frire simplement ses beignets à la maison et qui fait chauffer l'huile rouge, parce que dès qu'on met l'huile rouge au feu à peine 2 minutes, si le feu est véritablement haut, la fumée commence à sortir. Donc, ça veut dire qu'on ne doit même plus chauffer l'huile rouge. Si on se comprend bien, ça veut dire que même l'huile rouge, on ne doit plus la faire chauffer.
Ouais, c'est très compliqué. Hein? C'est une question très compliquée. Non, on aimerait que le docteur nous éclaire là-dessus. Oui, sur le plan du principe, sur le plan de la nutrition, lorsqu'il y a dans cette fumée, ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui sont en train d'être éliminés ou qui ont déjà été éliminés. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas atteindre ce niveau-là. D'accord. Bon, docteur, comment préparer avec de l'huile sans atteindre le niveau-là? Parce que là, la femme qui est au quartier, la maman qui nous écoute se dit, mais il dit quoi là? Le docteur est en train de dire que je ne dois plus chauffer l'huile. Donc, je dois manger l'huile rouge à l'état brut. Parce que même dans le héros, on utilise de l'huile rouge en grande quantité. On tiédit l'huile. Là-bas, c'est brut. Maintenant, pour vous qui n'avez pas d'huile à la maison, que vous voulez par exemple faire de la sauce tomate avec de l'huile rouge, faites comment? Si vous ne chauffez pas l'huile, vous versez l'huile brute à l'intérieur? Non, pas forcément de verser l'huile brute. Comme j'ai dit, il ne faut pas dépasser la température de 180 degrés. Bon, maintenant, comme on ne cuisine pas avec le thermomètre à la cuisine à la maison, il faut éviter donc que trop de fumée sorte. Bien. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il ne faut pas attendre que beaucoup de fumée sorte. Là, c'est destiné plutôt, parce que même la fumée qui sort vous gêne même sur le plan respiratoire. Donc déjà, c'est toxique à respirer. Donc, combien de fois de raisons pour la consommation. Donc, ce n'est pas de consommer l'huile à l'état frais, mais même si vous portez à température élevée, de ne pas trop, que ça dure trop longtemps dans cet état-là. Parce que ça va perdre la valeur nutritionnelle. Le docteur Zebe nous dit carrément que pourquoi les gens qui en mangent par le BHB religieusement tombent malades systématiquement, plus ou moins aussi tard qu'on est jeune. On ne voit pas ce que cela peut apporter aussi comme maladie, mais plus tard aussi, on constate des maladies qui s'installent. Y avait-il aussi le BHB au jardin d'Éden? Il ne va Donc, des questions bien sûr. rhétoriques. Non, là c'est pour le beurre aussi. Pourquoi ne suivons pas nous leur exemple? Parlons d'Adam et Ève. Permets-moi de t'interrompre là, c'est intéressant parce que, bon, nous qui sommes chrétiens, encore quand même au jardin d'Éden, mais même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est une façon de ramener les gens à la nature, au bio. Parce que quand on dit jardin d'Éden, on se dit c'est la perfection. Ce n'est que le bio. Il n'y a pas de cuisson au jardin d'Éden, pour ceux qui les habillent. Donc, ce n'est que tu vois un avocat, tu cueilles, tu ouvres, tu manges, tu vois une banane, tu cueilles, tu ouvres, tu manges. Donc, ce n'est que du bio sans transformation. Or, si on veut s'attaquer au BHB sur cette base, c'est une mauvaise base parce qu'on va s'attaquer à tous les aliments d'aujourd'hui. Tous les aliments d'aujourd'hui sont transformés. Pratiquement aucun aliment, et même les aliments bio ne sont plus bio à 100%. Et les engrais chimiques, les OGM et tout ça là. Donc c'est un combat si on passe sur cette logique, on va s'attaquer à toute l'alimentation d'aujourd'hui. D'accord. Il dit encore, aujourd'hui je m'interroge sur le beignet haricot bouilli et nous devons donc le regarder en face sans état d'âme, ni émotion, guidé par le bon sens, les faits issus de l'expérience et la science en dernier ressort. Je ne prétends pas aussi à savoir tout là-dessus et je ne devrais pas aussi interdire à qui que ce soit de manger le beignet haricot bouilli. Je ne demande pas la suspension du beignet haricot bouilli sur la surface terre-mer. Je n'en ai pas la légitimité car qui suis-je aussi? Je suis aussi modeste moi, mais je dois questionner l'hécatombe sanitaire dans laquelle aussi se trouve notre pays et ce n'est encore pas l'entraînement. Voilà. Et je vois aussi des enfants avec des signes d'AVC à 12 ans. Les femmes avec des myomes, des fibromes, également des kystes et aussi plusieurs autres maladies. À l'âge de 20 ans, les jeunes hommes avec des faiblesses sexuelles à 25 et 30 ans. Ouais, c'est un peu le problème que j'ai soulevé la dernière fois avec la médecine traditionnelle, le problème d'études. Vous savez, c'est difficile pour nous les scientifiques de parler quand il n'y a pas d'études. Parce que le fait que les gens aient des maladies ne veut pas automatiquement dire que ça vient de telle chose. De telle chose, oui, évidemment. Même on parlait de l'huile tout à l'heure, j'ai fait quelques recherches sur l'huile de palme parce que c'est une huile que les Occidentaux tendent à diaboliser. Oui, on veut nous dire que l'huile, c'est brut pour l'organisme. Ce n'est pas bon et tout ça là, et que c'est l'huile d'olive parce que, bon, je sais pas, je pense que c'est ça. Beaucoup de gens, en tout cas, pensent que c'est ça. Parce qu'ils ne produisent pas, ils ne cultivent pas l'huile de palme chez eux en Europe, sur le sol européen, mais ils ont l'huile d'olive. Donc, il faut faire passer, ils font la promotion de leur huile. Mais quand j'essaie de voir les études scientifiques, c'est vrai qu'il y en a certaines
qui semblent faire croire que l'huile de palme augmente le risque de maladie cardiovasculaire, mais quand on voit même la composition, et il y a même d'autres études qui disent que non, ça a même des effets bénéfiques. Donc les études sont un peu controversées, mais quelque part, on n'a pas trop besoin d'études pour voir que nos parents ne consommaient pratiquement que ça comme huile dans le passé. Et il n'y avait pas de taux de maladie ahurissants comme aujourd'hui. Bon, il n'y a pas d'études, mais les faits sont quand même clairs. Mais concernant le BHB, je ne peux pas dire que c'est ça qui cause l'impuissance, c'est ça qui cause les AVC et autres. Il y a des aliments dont on sait que ça cause certaines maladies. Comme par exemple, si vous consommez beaucoup de sucreries, on sait que d'ici 5-10 ans, vous aurez le diabète. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est à discuter parce que les études l'ont montré. On sait par exemple que si vous consommez trop de matières grasses, de viande rouge, vous pouvez développer l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est connu. Maintenant, pour le BHB, je ne connais pas d'études qui a démontré qu'il y a un lien entre ça, la consommation de BHB et le développement de ces maladies-là. Maintenant, pour donner un autre point sur la composition, comme on parlait de l'indice glycémique, en dehors des beignets qui ont un indice glycémique d'environ 75, la bouillie aussi a un indice glycémique élevé, puisque la bouillie, c'est quoi? C'est toujours de l'amidon de maïs, qui sont faits à base du maïs fermenté. Donc, c'est toujours de l'amidon, du sucre, beaucoup de sucre. Donc, beignet amidon, bouillie amidon. Et la bouillie a presque le même indice glycémique que les beignets 75. Donc, ça va rapidement augmenter la glycémie. Et je crois qu'on trouve l'amidon dans la levure chimique qu'on utilise aussi dans les beignets. Maintenant, ce qui peut aider à contrebalancer et qui est vraiment très healthy, comme on dit en anglais, très sain, c'est le haricot. Parce qu'on peut s'attaquer au beignet, on peut s'attaquer à la bouillie, mais jamais au haricot. Oui, le haricot ça veut dire qu'on peut aussi s'attaquer à l'huile qui est utilisée pour le haricot, mais on ne peut jamais s'attaquer au haricot. C'est l'une des meilleures sources de fibres dans le monde. Ça fait partie des top 10 les meilleures sources de fibres. Et les fibres sont très importantes. Pourquoi? Pour améliorer la digestion. Favoriser la digestion. Les gens qui ont des problèmes de constipation et tout ça là, pour améliorer le cholestérol dans le sang. Donc, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Même pour améliorer la santé du cerveau. Parce qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle le microbiote intestinal, donc les bonnes bactéries dans le tube digestif, dans l'intestin, et la santé du cerveau. Et il a été prouvé que le haricot peut permettre de prévenir, donc, comme j'ai les maladies cardiovasculaires, même le diabète. Parce que pendant que les beignets et la bouillie, pendant que les beignets et la bouillie ont un indice glycémique de 75, le haricot, je crois, il est à 40. Et lorsque un aliment a un indice glycémique de moins de 55, on considère que l'indice glycémique est faible. Donc, il a un indice glycémique faible, ce qui fait que il ralentit l'absorption du glucose. Donc, pendant que les autres vont rapidement monter, lui va être là pour temporiser, essayer de contrecarrer un peu. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est les aliments le plus toxiques. Je pense que, en dehors du fait qu'il n'y a pas d'études, mais sur le plan de la composition, il y a quand même un certain équilibre dans les effets dangereux toxiques et les effets bénéfiques dans le repas du BHB. Alors, docteur, vous avez dit un truc qui m'a semblé pertinent tout à l'heure sur l'huile. L'huile rouge que l'Européen tend à vouloir dévaloriser, comme quoi c'est mauvais pour l'organisme et tout et tout. Mais pensez-vous pas qu'au Cameroun, étant donné que la classe majoritaire est prolétaire, les bourgeois, on les compte, bref, ils sont présents, mais la population est de plus en plus à la classe, on peut dire, moyenne. Maintenant, étant donné qu'on a toutes les valeurs, on a tout ce qu'il faut pour développer l'huile rouge localement, pourquoi ne pas essayer de, sur le plan de la santé, vous bien sûr, dans le cadre de la médecine, et organiser des campagnes de promotion d'huile rouge même, pourquoi pas montrer aux gens qu'au-delà de ce qu'on veut nous montrer que l'huile rouge est mauvaise, l'huile rouge a ceci de négatif, pourquoi ne pas ressortir les bienfaits de manière sous forme d'une campagne, les bienfaits de l'huile rouge? Bon, déjà, je crois que c'est un thème qui me parle depuis plusieurs mois déjà, de parler de l'huile de palme. Parce que j'estime que même nous, dans le monde scientifique, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup une perception erronée et de manière intentionnelle. Quand on ne mange pas l'huile rouge, c'est qu'on n'est pas de la classe d'élite. On est pauvre. Quand on mange l'huile rouge, là, je vous l'ai dit, on est pauvre. Ceux qui mangent l'huile d'arachide, qui mangent l'huile d'olive sont les riches. Parce qu'en principe, comme je vous ai dit, il y a deux types d'huile. Il y a les huiles qui sont vierges, donc issues de la pression, donc, comme l'olive, comme les palmes. Et il y a les huiles qui sont raffinées, issues de la transformation chimique. Là, c'est purement à but industriel. Donc, on ne peut pas me dire que l'huile de palme est toxique pour la santé. Oh là là. C'est naturel, c'est bio. Vous savez qu'il y a des choses même dans la nature dont on doit s'abstenir. Par exemple, comme le manioc qui est cru, il faut éviter de manger le manioc cru parce que ça peut contenir des cyanures qui peuvent être toxiques, causer l'empoisonnement et tout.
Mais l'huile de palme est quelque chose de très sain. Et comme je vous ai déjà parcouru certaines études, c'est vrai qu'il y a certaines controverses, mais il est clair que l'huile de palme a des effets bénéfiques parce que ça contient à la fois les acides gras saturés et insaturés. Et les acides gras insaturés, tels que l'acide oléique, l'acide linoléique, ce sont des acides gras qui sont très bons pour le cœur, pour la santé cardiovasculaire, qui permettent de protéger le cœur et les vaisseaux sanguins des pathologies comme l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'hypertension et autres. Bon, les acides gras saturés ont été beaucoup plus associés à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai quand même que l'huile de palme fait partie des huiles qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Mais ces acides gras saturés aident aussi à rendre l'huile assez stable dans le temps, à éviter l'oxydation. Donc, je crois qu'il est important il serait nécessaire de faire des campagnes, mais peut-être avant ou pendant qu'on fait ces campagnes-là, de faire plus d'études. Parce que malheureusement, beaucoup d'études sont faites sur d'autres continents, par d'autres personnes. Donc, il faut que nous aussi, on s'asseye à notre niveau. C'est notre, comme quelqu'un a dit, c'est notre, comme on parlait de la canne, c'est notre ça, c'est notre pelouse. c'est notre huile. C'est à nous de la valoriser. L'Européen ne va jamais venir valoriser une huile qui ne pousse pas sur son sol. Donc, ce n'est pas à nous de valoriser leur huile. On doit se battre pour valoriser notre huile. C'est pour ça que je pense que je compte vraiment faire une étude dessus pour sensibiliser davantage les gens. En même temps, juste peut-être éviter que ça se rancisse de trop chauffer. Mais en l'état, je crois que ça fait partie des meilleures huiles. D'accord. Allez, votre beurre, c'est quand, docteur? Non, je n'ai pas encore de beurre. Je pense que le docteur va créer peut-être la bouillie. Parce que le docteur nous a dit que la bouillie, la bouillie a aussi des avantages et tout. Oui. C'est vrai que il y a l'amidon qui est élevé, comme il a dit, mais quelqu'un a aussi resté, le docteur dit que la bouillie est mauvaise. Mauvaise pour la santé. Elle est mauvaise pour la santé. Peut-être chez Matako Tapioca, mais ça, c'est ça. Je compte aussi Tapioca? Là, le sauveur, comme il m'a appelé le sauveur. J'espère que vous allez pouvoir porter les C'est ce qui nous identifie depuis notre tendre enfance. Oui. Vous savez, lorsqu'on rentrait de l'école et que maman n'a pas fini de préparer, elle dit, prends la boîte, un verre, Tapioca, tu bois. Maintenant, il y a une chose qu'il faut noter. C'est que je ne pense pas que les gens ne consomment que les beignets, le BHB. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un se lève le matin BHB, à midi BHB, le soir BHB. Pas du tout quand même. Donc c'est pour ça que même en termes de nutrition, on recommande d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Ouais. Ça doit être varié. C'est-à-dire il faut aller de tel type d'aliment à tel autre type d'aliment. Même dans les fruits, quand tu de consommer 5 fruits et légumes, ce n'est pas que tu consommes la banane chaque jour. Ouais. Il y a tellement de fruits et je pense que nous sommes baignés en Afrique. La colonisation nous a fait beaucoup de mal parce qu'on nous a apporté beaucoup d'aliments artificiels, beaucoup d'aliments chimiques. Ouais. On a tellement nos terres ont un tel arabe, n'est-ce pas? C'est cultivable, la productivité est bonne. On a tellement de fruits. Et les bananes, et les pastèques, et les ananas, et les oranges, et les goyaves, et tout. Donc, on a une variété. Donc, même si à la limite, le BHB n'est pas l'aliment le plus sain, déjà éliminer ou diminuer aussi d'autres aliments qui sont même davantage dangereux. Comme je vous ai parlé du pain blanc. C'est vrai aussi que demander aux gens d'opter pour le pain complet, ce ne sera pas évident parce que c'est un peu plus cher, parfois même beaucoup plus cher. Ou encore des alternatives, comme ces derniers temps, j'ai découvert même au Cameroun, des alternatives de pain fait à base de manioc, pain de manioc, pain de patates, pain de riz. Donc, ce sont des alternatives à base de nos cultures locales pour valoriser aussi le milieu du Cameroun. Et je vous rassure que lorsque vous consommez ces pains, vous sentez la différence. Ça rassasie plus parce que c'est fait à base d'aliments complets qui sont riches en fibres. Donc, ça, c'est l'un des éléments. Donc, comme je disais, il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc, consommer le plus de légumes et de fruits possible. Et on est aussi béni avec les légumes. On a tellement de repas qui sont traditionnels, qui sont faits à base de légumes. Et le héros, et le coq, et le jamandjama, on en a le folon, tout ça là. On en a tellement. Donc, on ne doit pas s'en priver. D'accord. Il y a beaucoup d'autres choses qui détruisent l'homme, qui restent dans les reins et tout. Quand on les dénonce pas, on vient s'attaquer à... Du moins, moi, je crois que c'est le beurre que ce monsieur cherchait. Il y a un autre docteur hier qui me disait on devrait faire très attention au BHB. Aujourd'hui, quand même, le docteur Miguel nous rassure que c'est pas l'aliment quand même le plus toxique aussi. Bon, les docteurs doivent... Les associations vont se créer... les docteurs doivent entrer en laboratoire pour pouvoir... Et c'est aussi parce qu'au Cameroun, on observe sur le plan de la médecine qu'il n'y a pas trop d'études qui sont faites. On a l'impression qu'on stagne sur des recherches. On sort une recherche aujourd'hui, un mois, des années plus tard, on cherche une autre. Je pense que c'est une manière d'interpeller la branche de la médecine camerounaise en disant, mais bon,
Vous êtes là, vous ne faites pas de recherche. Approfondissez les recherches, docteur. C'est un peu une sonnette d'alarme quand on dit, mais comment? Si, je pense que si depuis le passé, on avait pris la peine de dire, parce que ce sont des choses qui sont monnaie courante dans nos sociétés. Le BHB, c'est partout. Ça veut dire que si une étude avait déjà été faite pour rassurer la population, ou alors dire, mais les mamans, vous faites frire des beignets, faites attention à ci, faites attention à ça. Je pense qu'on en serait plus là aujourd'hui, au 21e siècle, en train de parler en train de se poser la question de savoir si le BHB est dangereux pour la santé ou pas. Sinon, concernant les études, quand même, c'est pas évident, c'est pas donné. Parce que la méthodologie même de l'étude, c'est pas même nous-mêmes qui avons étudié. Pour s'arrimer à la méthodologie scientifique, c'est pas évident. Mais au-delà de ça, il y a aussi les moyens qui nous manquent. Mais avant les moyens, la volonté. La volonté, surtout politique, parce que vous faites un certain nombre d'études de santé publique. Parce que c'est pas une étude qui me concerne moi, ma famille, non. C'est une étude de santé sur le plan national. Je crois qu'en principe, c'est le ministère de la Santé qui doit lancer ce genre d'études. Évidemment. Peut-être pas financer, mais au moins trouver des sponsors pour pouvoir financer l'étude. Parce que on a ce qu'on appelle aujourd'hui la evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les évidences, sur les preuves. C'est-à-dire, on a fait l'étude a montré que telle chose conduit à telle chose, donc on propose des guidelines, des recommandations, voilà, c'est souvent les mots en anglais qui me viennent en tête. Des recommandations, on dit, bon, telle étude a prouvé que telle, donc voilà ce qu'il faut. Et ça me permet de parler rapidement d'une chose, parce que je suis tombé sur une étude très intéressante sur la consommation d'alcool. Ah bon? Peut-être je reviendrai dessus pour parler en profondeur. Bien sûr. Mais je lance déjà ça comme ça, comme pavé dans la main. Et je vois que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais je lance déjà le pavé pour introduire peut-être la semaine prochaine, la semaine prochaine. J'imagine les buveurs de docteurs. Voilà. Les gens disent que non, il faut boire un peu d'alcool. Il y a beaucoup d'études même qui disent qui tendent à faire croire qu'il faut boire un peu d'alcool, 1 à 2 verres par jour. C'est bon. Il y a une étude qui a été publiée, je crois, en 2017 ou 2018 dans The Lancet. The Lancet, c'est l'un des journaux scientifiques les plus prestigieux au monde. C'est-à-dire, quand vous publiez dans The Lancet, on vous donne le café, on dit comme ça, c'est l'aboutissement. C'est pas n'importe qui. Parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour traquer les erreurs, pour scruter la qualité de l'étude avant de publier. Et lorsque vous êtes dans le site de l'OMS, vous allez vous rendre compte que la majorité des recommandations de l'OMS, la majorité même des statistiques de l'OMS viennent des études faites par The Lancet. Donc, c'est un peu dans le domaine du cinéma, c'est un peu comme dans le domaine du cinéma Hollywood. Quand vous dites qu'un film sort de Hollywood, bon, la qualité n'est plus à démontrer ou à discuter, on connaît la substance. The Lancet, allons dire quoi, il y a 4 ou 5 ans, que la quantité d'alcool que vous pouvez consommer pour rester en bonne santé, c'est 0 litre d'alcool par jour. 0 litre? 0. Tout bon. Mais pourtant, on dit quand même que le corps humain a besoin d'un peu d'alcool. Non. C'est 0. Et c'est une étude qui a été menée. Les buveurs de bière ont cette alibi-là dans la bouche. Oui. Dès que tu dis, mais le père, c'est de trop, il te dit non, on a dit qu'il faut. À 2 verres. À 2 verres. Donc, je ne serais pas tueur. Et c'est une étude qui a été menée, si mes souvenirs sont bons, sur presque 20 ans. Et dans plus de 195 pays. Donc, c'est pas une étude qu'on a fait peut-être sur un continent ou sur un pays. C'est une étude assez robuste et qui a mis beaucoup de temps pour arriver à cette conclusion-là. Mais je vous laisse pour la suite, pour la semaine prochaine. Pour la prochaine fois que je abordera le sujet. C'est d'ailleurs un sujet assez intéressant quand même. Oui, parce que le taux de consommation on nous a quand même toujours dit que le corps humain a besoin d'un peu d'alcool. Bien sûr. Aujourd'hui... Le docteur nous dit que pas toujours. En tout cas, pour moi, ça tombe bien. Je ne bois pas l'alcool du tout. Donc, je ne me gêne pas du tout. J'espère que ce n'est pas un buzz, en tout cas. Parce que c'est la saison des buzz. Ouais.